Voilà, ben alors moi je remercie les frères d'avoir organisé ce week-end, auquel je pensais pouvoir venir me mettre les pieds sous la table et me laisser nourrir bien tranquillement. Alors c'est quand même un petit peu ça, mais voilà, il se trouve que j'ai peut-être des choses à vous dire en tant qu'infirmière scolaire. Donc l'infirmière scolaire, c'est un métier un petit peu, même fort différent, très différent d'une infirmière qui est dans le soin exclusif, hein, puisque on est embauché par l'éducation nationale et que notre mission première, c'est de favoriser la réussite des élèves. Et le mot d'ordre depuis un grand moment, c'est la réussite de tous les élèves, avec cette ambition de les amener tous au bac. Donc voilà, c'est pas forcément atteignable, mais enfin bon, c'est ce qu'on nous demande. Donc mon travail, ça consiste à... Alors je suis en collège, mon poste administratif c'est un collège auquel sont reliées des écoles maternelles et primaires. Donc je suis à mi-temps sur un collège, petit collège de 400-450 élèves, et j'ai deux groupes scolaires, deux écoles élémentaires et deux écoles maternelles rattachées à chaque école. Voilà. Donc je navigue entre le collège et les écoles. Et mon travail consiste au collège à accueillir les élèves, les écouter, les orienter si besoin, et accompagner ceux qui sont en difficulté de santé, en difficulté scolaire, avec le reste de l'équipe pédagogique. Faire des bilans de santé, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Intervenir en classe, en matière d'éducation à la santé, en matière de prévention. M'occuper des élèves handicapés, etc. En école maternelle et primaire, c'est plutôt du bilan de santé, c'est-à-dire vérifier que les enfants voient bien de loin, entendent bien, vérifier qu'ils sont dans des conditions physiques suffisantes pour pouvoir se concentrer, être à l'écoute, suivre ce qui se passe et s'intégrer. Donc soit parce que j'ai décidé de faire une classe d'âge, soit parce que les enseignants me disent tel élève il m'interpelle parce que j'ai l'impression qu'il ne voit pas, il n'entend pas, il ne s'intègre pas, il est fatigué, il arrive en bâillant, etc. Et donc c'est un travail de partenariat avec les autres professionnels de l'enseignement. Je fais pratiquement pas de soins en primaire et en maternelle, je ne suis pas là pour ça, mais je fais aussi beaucoup d'éducation à la santé. En maternelle, pour vous donner une idée, j'ai un cycle sur le corps, donc je travaille sur l'hygiène des mains, apprendre à dire non, qu'on fait avec les psychologues de l'éducation nationale, donc c'est la prévention des abus sexuels qu'on fait en grande section maternelle. Et l'hygiène des dents. Voilà. Un petit parcours que j'ai monté. En élémentaire, on travaille sur l'alimentation, on travaille sur la puberté, on travaille sur l'estime de soi, beaucoup. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé aussi avec des enseignants. Et donc, ça rejoint un certain nombre de choses qui ont déjà été dites aussi par les uns ou par les autres. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, je pense. Alors, ce que je voulais faire avec vous, là, c'est un état des lieux du monde dans lequel je travaille, et puis quelles sont les réponses qu'on y apporte, qu'on essaye d'y apporter dans mon entourage, et puis quelles idées ça m'a donné. D'abord, je voudrais réagir un petit peu quand même à ce que j'ai entendu ce matin par rapport à l'effet placebo. Parce que certains ont parlé de placebo, d'effet placebo par rapport à l'entretien que le médecin mène avec son patient. Et pour moi, le soin, la relation, c'est pas du placebo, quoi. Pour moi, c'est du soin. Et voilà, enfin, je vous dis comme j'ai ressenti les choses, parce que justement, dans mon approche professionnelle, le lien est primordial. On souffre beaucoup, je trouve, dans notre société de manque de lien.
À l'éducation nationale, c'est flagrant. Enfin, à l'hôpital, je trouve, pour y avoir passé des années, c'est flagrant aussi. C'est-à-dire chacun est dans sa case, chacun est dans sa spécialité. Si je suis infirmière, je ne suis pas aide-soignante. Si je suis aide-soignante, je ne fais pas le ménage. Si je fais le ménage, je ne fais pas, etc. Et c'est très cloisonné. Et alors qu'en fait, quand on a du lien entre nous et quand on veut travailler dans le sens de la complémentarité, on est beaucoup plus fort. Moi, pour avoir travaillé en médecine, en ayant fait un peu de soins palliatifs, en ayant travaillé dans un service de médecine extrêmement lourd, j'ai vraiment expérimenté que quand on a un chef qui nous demande de travailler ensemble et quand on arrive à travailler ensemble, on traverse des situations qui sont insupportables. Parce que voir les gens mourir à la chaîne, avoir des personnes extrêmement compliquées à prendre en charge. Alors c'est vrai que moi j'ai quitté l'hôpital il y a longtemps, hein. Il y a peut-être des pratiques un petit peu plus légères aujourd'hui, mais bon voilà, quand on a des gens en délirium tremens dans un lit, on ne peut pas se dire moi je suis infirmière, je ne fais pas parce qu'il est passé par-dessus les barreaux et parce qu'il est par terre, enfin vous voyez. Et donc je trouve que dans notre enseignement en France, on est on est très cloisonné. Et moi dans ma pratique, j'essaye de le plus possible de mettre en lien. Ça demande énormément d'énergie parce qu'il y a beaucoup de résistance, et j'y passe beaucoup de temps, mais je préfère perdre du temps pour solliciter ce lien plutôt que de faire, accumuler des tâches et travailler d'une manière moins humaine à mon avis, hein. Voilà, donc ça c'était un petit aparté parce que voilà, ça m'a un peu chatouillé, mais j'aimerais bien, peut-être on pourra en reparler ce soir. Voilà, puis je me suis fait la réflexion que finalement notre vie fétale, elle commence par du lien, le cordon, le cordon ombilical, hein, sans lequel je peux pas me développer. Et même si ce lien, il faut le couper à la naissance, c'est pour entrer dans d'autres liens qu'on va construire petit à petit. Et ce qui me frappe aussi dans mon exercice actuel, c'est que l'adolescent, parce que je passe quand même beaucoup de temps avec les adolescents, pour lui, le lien est essentiel. C'est-à-dire qu'un adolescent, il vient au collège un peu pour apprendre, mais beaucoup pour être avec les copains et les copines. Et s'il ne parvient pas à s'insérer, s'il n'arrive pas à créer un réseau, s'il est exclu, s'il est rejeté, tout s'écroule, quoi. C'est-à-dire, il n'est plus capable de travailler et ça devient un adolescent qui est compliqué à gérer et qui nous perturbe, qui perturbe tout le monde et qui finit en conseil de discipline, voilà. Donc voilà, l'adolescent, il nous rappelle, je trouve, beaucoup cette nécessité. Voilà, et puis on se rend compte aussi que quand un enfant ou un adulte, enfin quand une personne souffre de troubles du lien, c'est délétère pas seulement pour lui, mais c'est délétère pour l'entourage. Et petit à petit, nous, on voit arriver de plus en plus à l'éducation nationale, parce que maintenant, depuis 2015, hein, on a une loi qui nous demande d'intégrer toutes sortes de handicaps. Et donc, il y a certaines unités qui sont spécifiques pour l'accueil du handicap, hein, on appelle ça des ULIS, des unités locales d'inclusion scolaire. Donc, on prend en charge ces élèves en marge du circuit classique, hein. Ils ont des temps à part en fonction de leur handicap, mais on nous demande aussi d'accueillir des enfants qui, par exemple, là j'ai un autiste cette année en 6e, c'est complètement nouveau pour nous, on n'a jamais eu ça dans notre collège, et il faut qu'on s'adapte, nous. Alors certes, il y a un personnel missionné pour être pendant quelques heures sur son temps scolaire avec cet élève-là, donc pour l'aider. Mais il y a des heures où il est comme un élève lambda, où il doit suivre les cours tout seul, enfin comme tout un chacun. Et c'est aux adultes de s'adapter, quoi, d'adapter leur pédagogie, et puis, mais pas seulement, mais c'est de s'adapter au comportement. Et on voit que aujourd'hui, on est complètement démunis, quoi. Hein, et ça, donc ça me vient à vous faire part du constat que je fais, hein, de l'état des lieux de notre système.
Parce que finalement, les établissements scolaires, c'est un petit peu un microcosme de notre société, hein. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On l'a dit là tout à l'heure, il y a beaucoup d'agitation. Dès la petite section, dès l'entrée en maternelle, hein, on a des enfants qui commencent à dysfonctionner, qui sont violents, qui sont agressifs, qui sont intolérants à toute frustration, qui n'écoutent pas, qui n'ont pas grandi, qui ne sont pas du tout socialisés, hein. Donc même si l'école elle a une vocation à socialiser, je veux dire, il y a des choses qui doivent être faites en famille qui ne sont plus faites. Donc il y a de l'agitation, il y a du zapping, hein, et ça c'est un petit peu la télévision qui nous conditionne, qui conditionne beaucoup nos enfants à ça. Je regarde 2 secondes, je zappe, je cherche une autre chaîne, une autre chaîne, une autre chaîne. Il y a des gamins qui ont, je ne sais pas, 46 chaînes, hein, disponibles. Donc on a ces nouveaux profils aussi d'élèves, 10 de toutes sortes, hein, dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculiques, 10, 10, 10, 10, 10, qu'on essaye d'accompagner aussi, mais qui dérangent, hein, vraiment des élèves qui dérangent parce que il faut... ce que les enseignants ont appris à l'école, ça ne leur suffit pas. Ils n'ont pas été formés pour adapter leur enseignement, pas suffisamment en tout cas. Il y a tous les précoces. EIP précoce, enfin ça dépend comment on les appelle, hein, mais enfin en tout cas des enfants qui ont une intelligence un petit peu différente, encore plus performante que les autres, mais qui en général ont un profil disharmonique, hein, c'est-à-dire qu'ils vont être super intelligents en analyse, ils vont en calculer à une vitesse extrême, et puis sur le plan de la relation ça va pas aller, au niveau affectif ils sont en retard, enfin... Donc c'est des profils qui sont pas simples parce que c'est des personnes qui s'ennuient à l'école, c'est des personnes qui essayent de prendre la place du professeur, donc on a de plus en plus de profils comme ça qui sont difficiles à gérer. Aussi parce que je pense on est dans une société où on souffre encore des effets de mai 68, hein, c'est-à-dire le père on l'a supprimé, l'autorité est bafouée. Et les gamins, ils ont beaucoup de mal à respecter la différence générationnelle. Du coup, l'adulte ne sait pas comment réagir. Et s'il n'a pas, un positionnement extrêmement carré, hein, et s'il ne se donne pas un cadre extrêmement fort, qui n'a rien à voir avec le garde-chourme ou avec je te tape sur les doigts si ça ne va pas. D'ailleurs, en plus, on n'a même pas le droit de toucher aux enfants. Donc, l'adulte est mis en difficulté très, très rapidement. Et il y a beaucoup de souffrance. Donc il y a du découragement pédagogique. Il y a aussi du découragement pédagogique parce que l'adulte n'est plus le sachant qui fait descendre un savoir vers la génération en dessous, mais les enfants arrivent avec tout un tas de savoirs qu'ils ont récupérés sur Internet. Alors du savoir qui n'est pas forcément bien installé, mais qui est fragmentaire et qui... Mais alors, ils ont tendance à vous balancer des... Voilà, ah bah oui, mais moi et donc, si l'adulte n'est pas armé, il se laisse désarçonner assez facilement. Il y a la sanctuarisation de l'établissement qui est fragilisée aussi, hein, parce que on n'arrive plus trop à entrer en alliance avec les parents. Il y a une tendance aujourd'hui à vouloir beaucoup plus travailler avec les parents, mais en même temps on ne sait pas trop, on ne sait pas faire. Et donc il y a beaucoup de méfiance de la part du corps enseignant et en fonction des établissements. Bon, il y a des établissements pilotes qui mettent en place des choses très intéressantes, café des parents, etc. Et il y a des établissements où c'est encore il y a encore beaucoup de peur pour essayer d'établir cette alliance avec les parents pour avoir un projet pédagogique qui soit un petit peu élargi, je dirais. Beaucoup de violence dans la cour de récréation, dans les couloirs, beaucoup de violence verbale, beaucoup de violence physique, envers laquelle on a peu d'outils. En tout cas sans réponse éducative. Et je ne sais pas si vous connaissez Jean-Marie Petitclerc, hein, qui est un éducateur spécialisé, un prêtre qui dit
Si vous ne vous occupez pas des jeunes, les jeunes s'occuperont de vous. Hein. Et je sais, le jour où j'ai entendu ça il y a quelques années, je me dis, oh, bah, quand même, il exagère, mais c'est vrai, quoi. Hein, et les ados sont révélateurs de nos dysfonctionnements, en fait. Ils mettent en scène nos dysfonctionnements. Hein. Je donnerai un exemple tout à l'heure. C'est ça, c'est des révélateurs. Donc, ils nous déstabilisent parce qu'ils sont en plein bouleversement physiologique et mental. Et ils nous perçoivent, ils perçoivent nos, comment dire, nos limites. Ils nous mettent en face de nos limites. Et c'est pas confortable pour l'adulte. Voilà, donc on est aussi dans un environnement virtuel complètement envahissant. Hein. Moi, quand je rencontre les enfants en entretien individuel, puisque quand je les rencontre, je les prends au moins 20 minutes pour faire un bilan biométrique, mais aussi je vois avec eux voilà, où est-ce que tu en es, comment tu te situes, est-ce que tu es content de venir à l'école, est-ce que tu dors suffisamment, est-ce que tu fais du sport. J'essaie de faire une évaluation de l'hygiène de vie, de l'équilibre de vie. Et j'essaye d'évaluer voilà, le temps passé devant les écrans. Combien il y a d'écrans à la maison. En général, il y en a 5, 6, 7. Enfin, c'est complètement dingue. Et les gamins ont tendance à passer de la télé à l'ordinateur, à la tablette, au téléphone de papa ou maman. Parce qu'en primaire, ils n'ont pas forcément de téléphone, mais quand les parents veulent être tranquilles, tiens, prends mon téléphone, tu peux jouer. Voilà. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a à la fois aujourd'hui de plus en plus de parents qui contrôlent par rapport à il y a 5 ans. Il y a un contrôle parental qui est beaucoup plus fin, je dirais, et en même temps, dans les classes défavorisées, dans les familles où c'est plus compliqué, hein, où les parents partent à 5 ou 6 heures du matin et rentrent à 7 ou 8 heures le soir, où là, vraiment, c'est plus compliqué, quoi. Les enfants sont beaucoup plus exposés à n'importe quoi. Donc il y a cet environnement virtuel qui les sort de leur corps, je dirais, qui les fragilise. Il y a aussi la sexualisation de notre société, hein, dans l'habillement, dans les propos, dans les images. Et tout ça, c'est vrai que nos enfants, ça les conditionne énormément. Et donc de plus en plus tôt, on voit des agressions sexuelles, hein, entre enfants même. Ça se voit, ou l'exposition à la pornographie. Voilà. Donc au milieu de tout ça, moi je me disais, jusqu'à il y a quelques années, parce que ça fait 15 ans que je suis à l'Éducation nationale, et je suis entrée là parce que c'était un boulot alimentaire, et puis je me suis dit, je vais savoir faire, parce que j'avais fait pas mal de trucs avant. Et de fait, techniquement, c'est un travail qui est intéressant. Il y a de la communication, il y a de l'entretien personnalisé, il y a inventé des outils d'éducation à la santé. Donc c'est un travail qui est assez intéressant. Mais en tant que chrétienne, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, moi ? Parce qu'en fait, quand vous entrez à l'Éducation nationale en tant qu'infirmière, toutes ces questions en rapport avec la sexualité, on vous dit, mettez votre moralité dans votre poche. Hein. Appliquez la loi. Si vous avez une jeune fille qui vient et qui demande à se faire avorter, vous devez faire le maximum pour qu'elle puisse avorter. Et si possible, dans le dos des parents. Hein, ou prendre la pilule, le RU... c'est pas le RU qu'on donne, c'est le lévogénestrel, la pilule qu'on donne après 72 heures, dans les limites de 72 heures. Donc, avec des injonctions, parce qu'en fait, un enfant n'a pas le droit de sortir de l'établissement sans l'accord de ses parents. Il est sous la responsabilité du chef d'établissement. Et sur ses heures de cours, il est censé être chez nous. S'il n'est pas chez nous, on doit avertir les parents. Mais si une jeune fille aujourd'hui, si une jeune fille de 15 ans, mettons, de 14 ans, veut se faire avorter et qu'elle pense que c'est absolument impossible de prévenir ses parents, on nous demande quand même, dans la mesure des possibles, de travailler avec les parents. Mais parfois, c'est pas possible. Eh bien, l'injonction qui nous vient de la hiérarchie, c'est pas écrit dans les textes, mais c'est quand même ce qui nous vient. Vous vous arrangez avec la direction du collège pour que l'élève soit noté présente en cours,
alors qu'en fait, elle est partie se faire avorter. Donc à l'éducation nationale, aujourd'hui, c'est ça. Alors quand vous êtes catho, pratiquant, quand vous êtes chrétien convaincu que, moi je suis désolée, moi je voudrais pas que ça arrive à ma fille. Donc j'essaye moi de travailler au maximum avec les parents, enfin de résister si vous voulez à toutes ces injonctions qui vous conduisent à poser des actes qui sont, enfin moi ça va contre ce que je souhaite faire. Qu'une jeune fille décide avec l'accord de ses parents ou d'un tiers qu'elle a choisi d'aller avorter, moi je n'y peux rien. C'est ça, je respecte la volonté de la famille. Une fois que j'ai essayé de l'amener à autre chose, à un autre choix, bon, c'est la liberté de la famille, je n'y peux rien. Mais personnellement, je me vois pas, ça s'est jamais présenté. En tout cas, j'ai réussi à contourner le problème. Mais pour moi, c'est pas envisageable d'envoyer une gamine se faire avorter sans que ses parents le sachent, quoi. Ou sans qu'un tiers qui remplace les parents le sache. Voilà. Donc on est là-dedans et moi je me demande ce que je fais là, quoi, depuis des années. Et puis en discutant avec ma belle-mère, un beau jour, elle m'a dit tu fais de la résistance. Voilà. En fait, c'est ce que je faisais sans le savoir. Je fais de la résistance passive et puis j'essaye de faire des choses qui me plaisent bien et il y a des choses intéressantes. Donc il y a des choses très intéressantes et on voit, il y a moyen de travailler donc dans le lien. Alors là, il y a des réponses qu'on trouve à l'éducation nationale au sein même du fonctionnement. On appelle ça quand on est devant une situation compliquée, un élève qui dysfonctionne. On se réunit. On se réunit entre professionnels, le professeur principal, la direction, l'infirmière, le psychologue si possible, le CPE. Enfin, toute personne, les parents, toute personne qui peut avoir quelque chose à dire sur cet élève, sur qui il est, comment il fonctionne, qu'est-ce qui se passe. On fait le point sur ce qui se passe. Et personnellement, chaque fois qu'on est devant une situation compliquée, j'invite les copains, les collègues à réunir une équipe éducative dans laquelle, au maximum, j'essaye aussi de redonner la place au papa. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a un problème d'absentéisme, il y a énormément d'absentéisme, dysfonctionnement, violence, etc. Qui est-ce qu'on appelle ? On appelle maman. Mais c'est dingue ! Votre enfant est en retard, allô, c'est maman qu'on appelle. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'un gamin qui est absent ou en retard systématiquement, enfin, c'est le rappel à la loi, a priori. Voilà. Donc en fait, moi, je milite pour ça, pour remettre les papas à leur place. Et je dois dire que une fois par semaine au moins, ça m'arrive, quoi, de redire, est-ce qu'on a appelé le papa ? Voilà. Et donc, ces équipes éducatives, elles sont quand même bien intéressantes, même si on n'est pas tous des professionnels de l'écoute et du partage. On arrive à faire quand même un travail intéressant. Et j'ai une petite anecdote d'un gamin qui était en 3e il y a quelques années. C'était un profil compliqué. Un gamin qui voulait faire de la mécanique et qui passait son passe-temps, c'était faire de la mécanique avec des gitans du coin. Et donc, il n'était pas beaucoup au collège parce qu'il voulait faire de la mécanique. Et son papa avait un projet professionnel pour lui. Il avait une ambition de réussite sociale qui n'était pas du tout dans ce domaine-là. Et on a réussi, à force de rencontrer le papa, et justement à l'issue d'une réunion comme ça qu'on a fait au mois de juin, c'était vraiment in extremis, parce qu'il y avait des histoires de dates pour s'inscrire dans une formation, etc., où on s'y est tous mis, parce qu'il y avait même le médecin scolaire, on était tous les professionnels qu'on connaît à l'éducation nationale étaient autour de la table. Et on a fini par, chacun donnant son point de vue, son regard sur l'enfant, à faire entendre au papa que fallait y aller, quoi. C'était la voie pour ce gamin-là, c'était ça, et on a gagné. Au mois de juillet, j'ai reçu un mail me disant, voilà, ça y est, c'est en route. Donc ça, c'est une des réponses qu'on peut donner à l'éducation nationale. Et il y a aussi il y a plein d'autres recours, mais c'est plutôt extérieurs. Alors, on peut accueillir des pédopsychiatres. Alors, je vous fais part de cette association qui est très intéressante, qui s'appelle Art Création Mot de Passe, dans laquelle travaille le docteur Echapas, qui est psychanalyste,
et depuis 30 ans qui travaille pour la prévention des conduites à risque en milieu scolaire et socio-culturel. Elle intervient en classe, enfin elle intervenait en classe, maintenant elle fait plutôt de la formation, et à travers des groupes de parole, elle amène les enfants voilà, à parler de leurs préoccupations dans un contexte très, très, très cadré, où la parole est très, très, très cadrée. Et cette association est très intéressante. Les pédopsychiatres se rendent compte depuis déjà un bon moment que en fait, leur secteur est envahi par des problématiques éducatives. Et en fait, ils passent un temps énorme en équipe à faire le tri entre, quand on leur amène des dossiers, des situations, à faire le tri entre ce qui relève vraiment du soin psychiatrique et de l'accompagnement éducatif. Aujourd'hui, il y a un énorme besoin d'accompagnement à la parentalité, de guidance parentale. Et même si les services sociaux font le maximum, nous, dans les écoles, les infirmières scolaires, on est pas mal amenés à ça. Dans un collège, vous avez une infirmière à temps partiel, vous avez une assistante sociale à temps partiel et une psychologue de l'éducation nationale à temps partiel. Donc on arrive grosso modo à peu près à accompagner toutes les situations qui le demandent. Il y a également une association avec laquelle j'ai fait connaissance quand je travaillais à Cergy, qui s'appelle École et Famille, et avec laquelle travaille un médecin, un docteur Jean-Marie Lemaire, qui est psychiatre, clinicien, qui a monté l'Institut liégeois de thérapie familiale, c'est en Belgique, et qui pratique une prise en charge de ces situations difficiles avec un outil qui est génial, qui s'appelle le sociogénogramme. Donc je ne sais pas si le génogramme, ça vous dit quelque chose. C'est la mise par écrit de situations. Donc on met sur le papier tous les acteurs d'une situation et les liens qui s'établissent entre toutes ces différentes personnes. Donc nous, on avait eu à l'époque au collège un gamin qui était absentéiste, c'était déjà un grand, troisième, il avait redoublé, qui vivait avec sa maman, enfin plus ou moins avec sa maman, qui était dans une situation sociale assez compliquée, puisqu'elle avait fini par habiter sous tente parce que elle avait plus de logement. Et ce gamin, en fait, avait pris la place du papa, parce que le papa, je ne sais plus trop où il était, mais s'il était en prison ou disparu, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'était un gamin qui n'avait plus sa place de fils, quoi, vis-à-vis de sa maman, et une maman qui était complètement déboussolée. Et donc cette situation a été étudiée dans le cadre de ces analyses de pratiques à caractère un petit peu particulier. On se réunit autour d'une table, donc les personnes qui sont impliquées dans la problématique, donc la maman, le garçon, tous les personnels qui travaillaient autour de cette situation. Donc il pouvait y avoir assistante sociale, il pouvait y avoir psychologue, il pouvait y avoir éducateur, il y avait eu la principale du collège, moi j'étais allée. Et puis autour de cette table, le principe de cette méthode de travail, c'est qu'on invite donc pas seulement toutes ces personnes qui sont impliquées dans la situation, mais aussi des professionnels du soin ou de l'éducation qui veulent juste venir pour travailler, pour réfléchir, et gratuitement, je dirais, intellectuellement, gratuitement. Et donc l'intérêt de ces grands espaces de travail, c'est que chacun réfléchit, écoute. C'est une écoute absolue, je dirais, avec le mot d'ordre, lorsqu'on prend la parole, de ne parler qu'en positif, surtout des gens qui sont absents. On n'a absolument pas le droit de critiquer. Et c'est une écoute tellement active que, en fait, elle aide chacun à se remettre à sa place, quoi. Et on a vu cette maman qui était très, très impressionnée de se retrouver dans cet aéropage, j'allais dire, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde, il y avait 20 ou 30 personnes. Entendre parler d'elle, d'abord elle a eu l'occasion de se présenter en tant que maman, elle a entendu parler d'elle en tant que maman, et en fait elle a retrouvé sa place de maman face à son fils,
qui lui a été remis à sa place de fils. Et tout ça avec beaucoup de bienveillance, de délicatesse et voilà, d'amour, je dirais. Hein. Voilà, donc voilà, une manière d'approcher les choses qui est extrêmement profitable. Ça veut dire que j'ai plus beaucoup de temps. Voilà, on voit émerger à l'éducation nationale de plus en plus de gens qui s'orientent vers ce dont on a parlé depuis ce matin, hein, des thérapies complémentaires. Soit des enseignants, soit des infirmières, des médecins qui se forment voilà, à toutes les pratiques dont on a déjà parlé. Et d'inspiration plus ou moins ésotérique. Hein. Mais comme dirait Dr Echapas, que je citais tout à l'heure, on peut laisser pousser l'ivraie et le bon grain. Et puis voilà, quand ça porte du fruit positif, on recueille le fruit positif. Hein. Sachez qu'on travaille de plus en plus dans les classes aussi sur les émotions, apprendre à accueillir ses émotions, hein, et puis à les gérer. L'écologie arrive de plus en plus dans tous les manuels, hein, de plus en plus à tous les niveaux de l'enseignement. Et donc il y a je vous ai fait un état des lieux assez noir tout à l'heure, mais ça pousse, enfin il y a des petites pousses discrètes qui émergent tout doucement. Et donc ce qu'on fait ici, eh bien, faut continuer à le faire. Parce que ça se voit pas beaucoup, mais voilà, il faut savoir que ça pousse un peu partout.